Good Morning Business, la matinale de l'économie. Xavier Niel, on va parler de télécom. Ça va peut-être vous changer. Mais on est chez Big, on parle de progrès, on parle de choses super, on parle de tout ce que fait Nicolas Dufour qui est incroyable, tout ce que fait BPI. Vous voulez pas parler de ça? Regardez, c'est incroyable. Vous voulez pas parler de télécom? Si vous voulez, mais quand même, là, on est là pour fêter l'entrepreneuriat et c'est génial ce que fait BPI. Tous les ans, ils font ça, c'est un truc de fou. Il y a un monde de dingue. Ils viennent vous entendre sur votre vision entrepreneuriale. Si, vous, c'est votre festival de Cannes quand même, un peu ici. On vous demande des autographes quand même, Xavier. Non, mais le progrès, là-dessus, allons-y. Sur cette question-là de progrès, le vendre aux Français. Là, il y a des gens convaincus, donc c'est facile. Je suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que les entrepreneurs sont convaincus du progrès? Si, mais il y a des entrepreneurs, mais il y a des apprentis entrepreneurs. Et en fait, c'est des gens à qui on a besoin de dire. Vous savez, avoir des idées, on a tous des idées. Et c'est comment, je transforme cette idée, comment je fais ça concrètement. Et c'est ça, je pense que c'est ça, c'est des gens qui débutent, ils sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire. Vous avez des gens qui sont des apprentis entrepreneurs. Après, il y a des super entrepreneurs ici, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais c'est ça, je trouve, c'est comment on crée le déclic chez d'autres et comment on donne envie. C'est ça l'important. C'est une loi statistique, ce truc-là. C'est que si on veut avoir des super sociétés en France, il faut qu'on ait un nombre énorme de startups. Et c'est toute l'idée de ça. Comment on pousse l'entrepreneuriat dans la société? Comment on se démerde pour avoir plus d'entrepreneurs ici? C'est ça, moi, qui me passionne et qui me motive. Mais les télécoms, c'est mon métier, la plupart de ma passion. Alors, on parle de ce que vous voulez. On va parler de votre métier, mais justement, on parle de 10 ans de politique de l'offre, justement, où on a développé la French Tech, on vient de très loin. Ça, c'est une sacrée réussite de ces 10 dernières années. C'est un bon début. Vous n'avez pas la trouille, là, quand on voit l'augmentation du coût du travail à venir, le choc fiscal, vous dites pas pour l'investissement, pour le capital risque, ça va être un peu moins facile dans les prochaines années? Je me pose pas la question comme ça. Je pense que vous avez des gens qui ont envie et quand ils ont envie, ils créent. Et l'environnement pour l'entrepreneur, il est évidemment, quand vous êtes dans un environnement positif, ça aide, mais c'est pas ça le vrai sujet. C'est est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie de se lancer? Est-ce qu'ils ont envie de prendre en main? Est-ce que ces personnes, ils ont envie de prendre en main leur vie et de se créer une vie? C'est pas fait pour tout le monde. Mais l'entrepreneuriat, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que je choisis mon destin, je choisis ce que je vais faire tous les jours. C'est comme le chômage en mieux. En beaucoup mieux. Mais par contre, il faut convaincre ceux qui sont autour de vous que vous avez raison, que le progrès c'est positif, que vous êtes dans la bonne direction. Nicolas Dufour disait les entrepreneurs ne communiquent pas assez. On ne les entend pas assez sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils peuvent apporter à la société. Parce que ça m'intéresse. Mais moi, je veux parler d'autre chose. C'est pour ça que je veux parler de ça. Non, ils communiquent pas assez et on n'a pas assez de rôle modèle. Et on a besoin de rôle modèle. C'est-à-dire qu'on a besoin de jeunes qui ont réussi. Moi, j'ai 57 ans. Je suis un peu en bout de course. Je suis en fin de carrière. Oui, vous voulez faire du stand-up maintenant. En fonction des lois sur les retraites, je suis bientôt à la retraite. Donc, si vous voulez, s'ils nous la modifient pas trop, dans 5 ans, je suis à la retraite. Mais vous la voyez quand même, la génération d'après arriver, clairement. Mais j'ai envie qu'on ait des rôles modèles de personnes qui ont 25, qui sont 30 ans, auxquels des jeunes soient capables de s'identifier pour se lancer. C'est ça qui est important pour moi. On sera avec Maud Caillot à la fin de l'émission de Green Got. Elle, c'est un rôle modèle, potentiellement. On y va sur les télécoms. Je suis désolée parce que moi, j'ai envie de parler télécom. Ouais, vous avez fait votre fiche, vous aussi votre fiche. Non, mais voyez, j'ai travaillé. Non, mais parce que quand même, Free cette année, quelle année? Vous avez fait quoi, 10% de croissance sur le premier trimestre? Seulement 10%. Mais on va faire mieux. On va essayer de se battre pour faire plus. Donc il y a encore des abonnés à récupérer là chez les autres opérateurs? Quand en 2002, on s'est lancé dans les télécoms, on avait fait un business plan. Dans notre business plan de 2002, en 2004 ou 2005, on avait 100% de part de marché. Aujourd'hui, on est à 27. Vous avez vu le loser que je suis un top loser. Donc là-dessus, il faut qu'on bosse. Donc quand vous me dites vous faites 10% de croissance, c'est pas comme ça qu'on va arriver à 100% de part de marché. Mais c'est déjà quand même pas. Vous n'allez pas augmenter les prix. On reste sur le gel des prix. C'est la stratégie pour pouvoir ramener des abonnés des autres opérateurs. Ça reste la stratégie. Ah non, ça reste un truc. On a un triangle qui fonctionne. Le triangle qui fonctionne, c'est de dire il faut respecter nos salariés. C'est-à-dire que l'interne est super important. Est-ce qu'on a les salariés? Parce que c'est eux, c'est pas moi qui fais les 10%, c'est eux qui font les 10%. C'est les 15 000 personnes qui travaillent chez Free qui font les 10%. Est-ce qu'ils sont contents d'être dans ces boîtes? Premier truc. Deuxième sujet, les actionnaires. Est-ce qu'on est capable de créer de la valeur pour les actionnaires? Et j'en suis un gros chez Free. Et le troisième élément, qui est le plus important, c'est nos abonnés. Et est-ce qu'on est capable de les respecter? Est-ce qu'on est capable de leur donner un produit qui a un super rapport qualité-prix? Et si on fait ça, on gagne des parts de marché. Et si à un moment on se perd là-dedans, ou si on se perd dans ce triangle à un endroit donné, on fait plus de croissance. Est-ce que dans le modèle que vous aviez prévu en 2002 quand vous lancez Free, il y avait un opérateur en moins? Est-ce que vous misiez sur la consolidation des télécoms qui n'est pas faite puisqu'il y en a toujours 4? C'est pire que ça, on avait 100% de part de marché. On était tout seul à la fin. Oui. C'était Il y a encore un petit peu de marge. Oui, c'est ce que je vous dis, on est en retard. Vous êtes en train de construire un empire européen. Vous avez investi en Belgique, en Pologne, en Irlande et en Ukraine, en Suède aussi. Vous voulez plus aller aux États-Unis? C'est l'Europe votre cœur business? Alors on est très très gros en Amérique du Sud et au LATAM, à travers une société qui s'appelle Millicom. On est dans 9 pays.
Alors, on essaye de faire des télécoms où on peut. On veut bien de nous et on est capable de créer de la valeur. Vous y retournerez pas aux États-Unis ? Vous savez, on a une carte. Et sur cette carte, il y a tous les pays du monde. Et quand on est dans un pays, on colorie le pays en rouge. Il reste des grosses zones blanches. Sur la question des médias, vous n'avez pas présenté de dossier à nouveau à l'Arcom quand on a revu l'ensemble des chaînes TNT. Vous avez dit que ça sert à rien. De toute façon, l'Arcom, il donne toujours au même. Patatras. Il y a même Ouest France qui a réussi à avoir une chaîne. Il y a Daniel Kretinsky aussi. Vous regrettez ou pas ? Non, on a dit deux choses. Le premier élément, on a dit, c'est il faut qu'on candidate sur une grande chaîne. Si on n'a pas une des grandes chaînes, une des 6 premières chaînes, on ne peut pas exister. C'est très dur d'exister dans ce monde-là. Donc, aller candidater sur des petites chaînes sans avoir des grandes chaînes, c'est prendre un risque et on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y avait des candidats bien. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une décision politique ou une décision réellement basée sur les qualités de l'ensemble des gens qui ont été éliminés. Mais vous avez toujours envie d'aller sur le marché de la télé ou pas ? Le vrai métier, premièrement, c'est les télécoms. Ah bah vous voyez que j'ai bien fait de vous en parler. Mais je vous ai parlé de ma passion. Vous voulez qu'on reparle de BPI ? Je sais que vous voulez qu'on reparle de Big. Yes. Non, on va parler d'intelligence artificielle. Vous avez investi dernièrement dans OpenAI. Il y avait une clause. Non, il y a très longtemps. Ah, c'était pas le dernier tour. Je ne suis pas dans le dernier tour d'OpenAI. Je suis indirectement, pour des raisons compliquées, dans le dernier tour d'OpenAI. Mais... Donc, vous êtes dans OpenAI, vous êtes dans QTI et dans d'autres entreprises, j'imagine, de l'intelligence artificielle. On essaye d'être dans tous les projets qui sortent de France et qui émergent en France. Là, vous dites, on est en train de faire quelque chose en France. Il se passe quelque chose. On a les talents, on a suffisamment de financement. Il en manque. Il faut qu'on accélère. Notre force, c'est les talents. On a tous les talents pour l'intelligence artificielle. Ça, c'est notre grande force. Donc, ces talents, il faut qu'on les garde ici. Donc, il faut qu'on les garde ici en faisant des choses pour qu'ils restent ici. Pour qu'ils restent ici, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'infrastructures de cloud. On est chez Iliad le premier acheteur privé de cartes NVIDIA, de GPU NVIDIA en Europe, pour les mettre au service de tout cet écosystème de start-up. Ça, c'est une branche. Une deuxième branche, ça consiste à dire qu'il faut qu'on investisse dans toutes les start-up, qu'on leur fournisse des moyens, qui ne sont pas les moyens des grands Américains. Mais je crois toujours que Big, quand il s'agit d'argent et d'investissement dans les startups, is not beautiful. Big is beautiful aussi ici. Mais que mettre beaucoup d'argent, c'est pas toujours la solution. D'ailleurs, je vous reprends mon exemple de 2002. Quand on se lance dans les télécoms en 2002, en face de nous, on a un groupe incroyablement riche, surpuissant. Ça ne nous empêche pas d'émerger en étant différents, en créant des choses différentes. Mais donc, il faut amener de l'argent à des gens brillants. Et est-ce qu'on est capable de détecter, d'accompagner, d'aider ces gens brillants ? Ça, c'était la deuxième idée. Puis la troisième idée, on a besoin de garder des talents qui sont des talents exceptionnels, qui prennent le risque de partir à l'international. Et pour ça, on crée une fondation avec Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, que l'on dote de 300 millions d'euros et ces 300 millions sont destinés à en fait créer des modèles qui vont être des modèles européens qui respectent nos usages et qui ça c'est QTI. C'est QTI et qui vont faire que ces talents restent en France. Est-ce que, évidemment, l'intelligence artificielle, elle bouleverse tout, elle bouleverse aussi le codage. Vous avez lancé avec l'école 42 un projet formidable qui a fait sortir des jeunes qui n'avaient pas d'objectif professionnel. Désormais, ils bossent, ils gagnent très bien leur vie. Est-ce que l'intelligence artificielle bouleverse cet apprentissage du codage ? On aura besoin de codeurs encore, ou on est en train en ce moment, de former des gens qui n'auront pas de travail dans 10 ans ? On aura besoin de former les codeurs qui vont faire les produits d'intelligence artificielle. Donc le métier évolue, il devient plus intelligent. Et moi, je crois toujours que le progrès, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui crée de la valeur, qui apporte de la valeur. Donc, c'est une formation différente, moins basique, parce que les tâches basiques vont être réalisées. Mais ce qu'on a toujours voulu former, c'est des gens intelligents. Donc, on continue de former des gens intelligents pour créer justement ces produits d'intelligence artificielle. Bon, alors le progrès aussi chez vous, c'est de devenir stand-upper, c'est ça votre avenir ? Vous êtes comme Daniel Balavoine dans Starmania, vous vouliez être un artiste en fait à la fin. On va vous retrouver dans LOL, non, à la fin Non, mais j'ai fait ma première mondiale et ma dernière mondiale. Ah, c'est la dernière ? J'ai fait ma première et ma dernière mondiale le premier jour, le même jour. Donc je suis assez fier de ça parce que c'est assez rare dans une carrière de Vous avez eu peur ou pas ? Non. Non ? Non, le problème, c'est qu'on est habitué à faire ça chez Free, dans d'autres sociétés, à lancer des produits. Le seul problème, c'est quand c'est vous le produit. C'est vachement plus dur à faire. Et en fait, il faut avoir beaucoup d'ego. Donc, je me suis aperçu que je devais avoir beaucoup d'ego pour faire ça et pour aller parler de moi-même sur une scène. Bon, Nicolas Dufourcq a dit que maintenant, c'était préparé toutes les personnes qui faisaient des interventions, qu'on bossait, qu'on avait des slides, que désormais, c'était plus à l'arrache. Vous avez préparé quoi, là, face aux entrepreneurs qui vont venir vous voir ? J'ai aucune idée. Il faut parler du progrès. Je pourrais trouver un truc. Allez bosser, avait dit Nicolas.
Ouais, mais il dit toujours ça et lui, il bosse plus, c'est celui qui bosse le plus parce que franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait chez BPI et ce qu'il fait chez BPI et on s'en rend pas compte à quel point BPI est big et toute la vision de Nicolas aide à ce point l'entrepreneuriat en France parce que au début quand c'est arrivé, je me suis dit ce truc. C'est quand même du financement public pour des startups. Ce truc, c'est n'importe quoi. L'État avait rien à faire là-dedans. Vous êtes dit ça aussi. Je me suis dit, c'est un truc. On applique le régime communiste aux startups. Ça marche. Et en fait, non. Eh ben, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est que ça a été vraiment de la smart money pour aider cet écosystème d'une manière incroyable. Et souvent, des gens me disent, t'as vachement aidé l'écosystème, mais tellement moins que ce qu'a pu faire BPI. Et si vous voulez, ici, c'est vraiment c'est ce qu'il vous disait. On voit pas assez les entrepreneurs. Et ben là, on voit tout ce que fait BPI en France pour créer de la valeur, et aider à avoir plus d'entrepreneurs. Dernière question, Xavier. Lundi, on a notre big à nous à BFM Business, c'est la BFM Academy. Ils étaient 500 entrepreneurs à postuler. Ils sont 4 en finale. C'est toujours compliqué parce qu'ils ont tous gagné. La question, c'est pas de savoir qui a le meilleur business model. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? La finale, c'est lundi à 21h30. Déjà, c'est hard de participer à un concours, surtout quand on part à 500. Les gens se rendent pas compte que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une loi statistique, l'entrepreneuriat. Et c'est des tueurs pour être là, parce qu'ils ont été jugés par des gens qui ont des avis différents, des visions différentes. Moi, je suis le pire dans ces concours. Donc les gens ne m'invitent plus. C'est pour ça que vous m'invitez plus à la BFM Academy. C'est que moi, je les trouve tous fantastiques et je leur donne tous 20 sur 20. Et donc, à la fin, ils me disent, t'as un jury de 10 personnes, mais tu sers à rien, tu donnes tous des notes incroyables. Moi, dès qu'on pitch un truc, je trouve toujours l'idée incroyable. Donc, franchement, que vous ayez réussi à convaincre, moi c'est facile, mais que vous ayez réussi à convaincre des gens qui sont beaucoup plus brillants, qui ont une meilleure vision du monde que moi, félicitations, bravo. Et surtout, au-delà de l'idée, lancez-vous, ayez pas peur. Franchement, le risque, il est minimal à côté de la valeur que vous êtes capable de créer. Merci beaucoup. Xavier Niel, on vous laisse rejoindre la scène de Big. Vous allez pouvoir faire un nouveau spectacle quand même. C'était pas le dernier à l'Olympia.